Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Henri, chargée de mission politique publique à la Chambre d'agriculture de Bretagne, au service économie et emploi. Donc, il y a beaucoup d'actualités en matière de politique publique agricole en ce moment, mais on va zoomer sur deux sujets. Le premier, vous en avez certainement entendu parler actuellement, parmi les actualités de politique publique agricole du moment. Vous avez sans doute tous entendu parler du projet de loi et d'orientation agricole qui est d'ailleurs en ce moment même en examen à l'Assemblée nationale. L'examen en séance publique démarre ce jour même, le 14 mai. Donc, ce projet de loi qui est actuellement donc débattu à l'Assemblée nationale, il est directement issu des concertations nationales et régionales qui avaient été organisées partout en France au cours du premier semestre 2023. Et en effet, en fin 2022, début 2023, le ministère de l'Agriculture, le gouvernement avait souhaité lancer une grande concertation, aussi bien au niveau national que régional, pour construire un pacte pour faire face aux défis du renouvellement des générations en agriculture. Donc, l'objectif du gouvernement, c'était vraiment de parvenir à l'issue des concertations nationales et régionales, pouvoir construire un pacte et une loi d'orientation et d'avenir agricole sur ce qu'on a appelé la PLOA, sur 3 thèmes prioritaires, l'orientation et la formation. Deuxième thème, l'installation et la transmission des exploitations. Et troisième thème, l'adaptation et la transition face au changement climatique. L'organisation des concertations régionales, donc en région, avait été confiée dans chaque région aux chambres d'agriculture régionales. Donc en Bretagne, c'est la chambre d'agriculture de région Bretagne qui a organisé ces concertations qui étaient copilotées par l'État et la région. Donc nous avons organisé début 2023 en Bretagne un certain nombre de réunions de travail sur les 3 thématiques que je viens de vous présenter. Et à l'issue des travaux qui ont été menés sur ces 3 thématiques identifiées par le gouvernement, nous avons organisé une restitution le 11 avril 2023 en présence du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau en l'occurrence, et à l'occasion donc de cette restitution en plénière qui avait eu lieu à Pontivy, nous avons pu présenter les 35 propositions concrètes formulées par les groupes de travail mis en place en Bretagne dans le cadre de la concertation régionale. Nous n'allons pas passer en revue ces 35 propositions concrètes. Pour avoir plus d'infos, je vous renvoie à la publication ABC qui est donc disponible sur notre site. Mais sachez que parmi les propositions mises en avant en Bretagne et remontées donc au niveau national, un accent particulier avait été mis sur des propositions relatives à la simplification et la sécurisation juridique des projets agricoles, avec comme objectif de lever des freins réglementaires qui ralentissent ou peuvent bloquer des projets agricoles, en particulier dans le secteur de l'élevage. Donc il y avait eu beaucoup d'autres propositions, mais si on peut mettre en exergue des propositions qui ont été faites en Bretagne et peut-être moins fortement ailleurs, c'est bien celle-là, sur la sécurisation juridique des projets. Si tu veux bien passer à la diapo suivante. Donc, à partir de l'ensemble des propositions concrètes, faites aussi bien dans le cadre des concertations régionales dans l'ensemble des régions françaises et au niveau des groupes de travail qui avaient été également mis en place au niveau national, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture en particulier, a travaillé pour synthétiser, pour analyser l'ensemble de ces propositions. Et ça a conduit, le 15 décembre dernier, à la présentation par le ministère de l'Agriculture d'un pacte pour le renouvellement des générations en agriculture. Ce pacte, il est organisé en 4 axes. Il comprend 38 mesures et toutes ces mesures sont vraiment issues des concertations régionales et nationales.
À noter, et on est plutôt content, plusieurs propositions bretonnes ont été reprises dans les propositions qui constituent ce pacte pour le renouvellement des générations en agriculture. Alors, le premier axe, l'axe 1, il vise à réconcilier l'agriculture et la société. Il figure 2 mesures qui étaient vraiment ressorties comme prioritaires dans la contribution bretonne, notamment la découverte des métiers du vivant via des stages ou des visites de ferme par des écoliers. Et la deuxième mesure qui a été reprise dans le pacte et qui avait été proposée dans le cadre de la concertation bretonne, c'est la mise en œuvre d'une campagne nationale de communication sur les métiers de l'agriculture. L'axe 2 doit contribuer à faire émerger une nouvelle génération d'agriculteurs et placer l'agriculture française à l'avant-garde des transitions écologiques via notamment une refonte de la formation agricole. L'axe 3, lui, comporte des mesures qui visent à reconcevoir des systèmes de production à l'échelle des exploitations pour accompagner les transitions nécessaires pour la souveraineté alimentaire. Et une des mesures phares de cet axe, c'est la création dès 2025 d'un nouveau réseau qui va être baptisé France Service Agriculture, le FSA. Il s'agit concrètement de mettre en place d'un service lisible, coordonné d'accueil, d'orientation et d'accompagnement personnalisé à destination de toutes les personnes qui souhaitent s'engager dans une activité agricole, soit en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que salarié, ou bien à destination des personnes qui, au contraire, là, souhaitent cesser leur activité et transmettre leur exploitation. Donc, c'est à la fois pour des projets d'installation ou de salariés en agriculture, mais aussi dans le cadre des cessations d'activité et de transmission d'exploitation. Et à noter que l'organisation du point accueil, ce départemental, ce FSA, France Service Agriculture, sera confiée au réseau des chambres d'agriculture. Enfin, le quatrième axe, dont l'intitulé semble être quasiment identique à celui de l'axe 3, mais il est différent. Le quatrième axe du pacte encourage à reconcevoir des systèmes de production à l'échelle des filières et des territoires cette fois. Et le ministère de l'Agriculture, au travers de cet axe, souhaite par exemple faciliter des projets de bâtiments d'élevage ou de stockage d'eau en accélérant le traitement des éventuels contentieux via une présomption d'urgence et la suppression d'un niveau de juridiction administrative. Diapo suivante. Donc, certaines mesures de ce pacte, organisé en 4 axes qui comportent 38 mesures, certaines de ces mesures sont inscrites dans un projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et pour le renouvellement des générations en agriculture. Et c'est ce projet de loi qui est aujourd'hui donc à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a pour objectif notamment de faire de la souveraineté alimentaire une priorité et à affirmer le caractère stratégique vraiment de la capacité productive et nourricière de notre agriculture française. Initialement, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été présenté le 3 avril en Conseil des ministres, le projet de loi comportait 19 articles. Il a été depuis retravaillé en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et il arrive aujourd'hui donc en examen public à l'Assemblée nationale avec 20 articles et dont des articles intermédiaires qui ont été rajoutés ou amendés par rapport à la version initiale qui comportait donc 19 articles. Alors, parmi les mesures phares que comporte ce projet de loi en discussion, on va trouver l'article 1er et qui propose d'inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi. Et il est prévu que l'agriculture ainsi que la pêche et l'aquaculture soient inscrites au rang d'intérêt général majeur en France, au même titre que, par exemple, la protection de l'environnement. Concrètement, cela signifie que si
cet article est adopté en l'état, hein, dorénavant, toute politique publique ou tout projet seront examinés à la lumière de leurs impacts sur la souveraineté agricole et alimentaire. Et en tout cas, ces politiques publiques ou projets ne devront pas dégrader cette souveraineté agricole et alimentaire. Donc ça, c'est l'article 1 du projet de loi actuellement en discussion. On va trouver comme action phare, on peut noter, justement, c'est inscrit dans la loi, la création du guichet unique France Service Agriculture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça fait partie des points issus de la concertation nationale et régionale et qui figurent dans le projet de loi actuel. En mesure phare, on va également trouver dans ce projet de loi, on en a beaucoup parlé pendant les mouvements de protestation des agriculteurs en début d'année, mais le sujet de la haie, avec la proposition de simplifier et d'unifier le régime qui est applicable aux haies, hein, pour inciter à leur plantation et à leur gestion durable, hein, de ces haies. Donc ça, c'est l'article 14 du projet de loi. Et enfin, on peut relever dans ce projet de loi une proposition, enfin l'article 15, hein, qui va dans le sens des propositions qui avaient été portées en Bretagne dans le cadre de la concertation régionale PLOA, et c'est l'accélération des décisions sur les contentieux contre des projets d'ouvrages hydrauliques agricoles ou d'installations d'élevage. Donc voilà, ça, ce sont quelques-unes des mesures phares de ce projet de loi. Alors en termes de calendrier, bien, on est aujourd'hui donc le 14 mai et j'ai oublié de corriger sur mon diaporama, mais c'est bien aujourd'hui que démarre l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale de ce projet de loi. Il est prévu ensuite que ce projet de loi passe côté Sénat deuxième quinzaine de juin. Et l'objectif du ministre de l'Agriculture, c'est une adoption avant la fin août, ou s'il n'y a pas eu un accord sur le texte en première lecture, eh bien, il y aura une deuxième lecture au Parlement pour un vote à l'automne éventuellement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que côté Chambre d'agriculture, le réseau des chambres d'agriculture a déposé des amendements pour faire évoluer sur ce projet de loi sur certains points. Donc, les discussions continuent, hein, à la fois donc côté Assemblée nationale actuellement, ensuite au Sénat. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce projet de loi PLOA issu donc des concertations régionales et nationales de 2023. Donc, je continue sur le deuxième sujet de politique publique, un autre sujet d'actualité qui a été très important en 2023 et qui se poursuit en 2024, c'est celui de la PAC. Alors, 2023, ça a été en effet l'année de mise en œuvre de la nouvelle PAC, hein, la nouvelle PAC 2023-2027, année de mise en œuvre et aussi, on va le voir, année des premiers couacs, hein, pour cette nouvelle PAC, comme nous allons pouvoir le voir. Alors, traditionnellement, quand on parle de la PAC, on a tendance à parler d'emblée du premier pilier de la PAC. Là, moi, je vais commencer par le second pilier de la PAC. La PAC, c'est le premier pilier. Le premier pilier, ce sont les aides directes annuelles qui sont versées chaque année donc aux agriculteurs sous réserve qu'ils fassent leur déclaration et qu'ils en fassent la demande via Télépac. Hein, Télépac chaque année. Donc, chaque agriculteur doit faire une déclaration avant le 15 mai. Donc, normalement, avant demain, mais on vient d'avoir l'information aujourd'hui que qu'il y avait un petit délai supplémentaire pour faire cette déclaration PAC cette année, c'est prolongé jusqu'au 24 mai. Donc, ça, c'est pour le premier pilier de la PAC, mais la PAC, c'est aussi le second pilier qui est cofinancé par des crédits européens et des crédits nationaux, qu'ils soient des crédits nationaux qui peuvent aussi, bien sûr, être régionaux. Ces aides du second pilier de la PAC sont versées aux agriculteurs, pas chaque année, hein, et pas à tous les agriculteurs, elles sont versées aux agriculteurs
pour soutenir ceux qui ont des projets pour adapter, changer leurs pratiques agricoles. Il peut s'agir par exemple donc dans ce second pilier d'aide à l'investissement. En Bretagne, le programme de soutien à l'investissement dans les exploitations agricoles s'appelle désormais Agri-Invest et il est piloté par la région Bretagne. Mais le second pilier, ce sont aussi donc les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, et qu'en Bretagne, on appelle MAEC. Donc les MAEC, ce sont des contrats de 5 ans, hein, un contrat qui est souscrit entre un agriculteur qui souhaite s'engager dans ces MAEC au regard des cahiers des charges de ces MAEC, et donc contrat de 5 ans entre cet agriculteur et l'État. Donc, pour financer ces MAEC en 2023, la DRAF Bretagne, qui pilote ce dispositif, disposait d'un budget prévisionnel de 95 millions d'euros. 95 millions d'euros en provenance donc de l'Europe, hein, des crédits FEADER européens, mais aussi des crédits de l'État, de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de la région. Et après, il s'avère que après donc les demandes d'engagement des agriculteurs bretons en début 2023, au cours du premier semestre 2023, on a eu une très forte dynamique hein, des demandes d'engagement d'agriculteurs très dynamiques et très importantes pour s'engager en MAEC. Et qui allait bien au-delà du budget prévisionnel de 95 millions d'euros. Donc il y avait un gap de plus de 40 millions d'euros en fait à combler pour pouvoir répondre aux demandes d'engagement des agriculteurs. On ne s'attendait pas à un tel engouement parce que les critères, les cahiers des charges des MAEC qui sont ouvertes depuis 2023 en Bretagne sont plus contraignants que les MAEC précédentes. Et puis, il y a une mise en œuvre territoriale aussi en fonction de l'enjeu eau, hein, de la qualité de l'eau, qui limite aussi l'ouverture de certaines MAEC sur les territoires. Et au final, donc, il y a eu des demandes d'engagement pour près de 140 millions d'euros en Bretagne. Donc, il y a eu, pour comment faire face à cette demande, hein, il y a eu une forte, des mois de discussion hein, et de pression mise par la profession agricole, mais également par les services de l'État, hein, par le DRAF et la préfecture de Bretagne sur le ministère de l'Agriculture pour trouver une solution pour vraiment que cette dynamique bretonne soit vraiment accompagnée et qu'on trouve les moyens nécessaires financiers pour accompagner cette dynamique bretonne. Et donc finalement, il y a quelques semaines, maintenant quelques mois, nous avons eu la bonne nouvelle. Hein, l'État, le ministre de l'Agriculture est parvenu à trouver une solution pour trouver les 45 millions d'euros qu'il manquait pour financer l'ensemble des demandes bretonnes. Et ça passe en particulier par un redéploiement des crédits de l'Agence de l'eau qui est venu abonder l'enveloppe initiale bretonne pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. Donc finalement, ce sont 2850 exploitations bretonnes qui ont pu s'engager donc dès 2023 dans une, voire plusieurs MAEC, et ceci pour un montant total de 140 millions d'euros. Donc c'est une bonne nouvelle hein, pour en tout cas les engagements 2023 en MAEC, mais ça a des conséquences, puisque ce dépassement de 2024, forcément, il faut pas qu'il se reproduise de 2023, pardon, il faut pas qu'il se reproduise en 2024 parce que on va pas pouvoir tous les ans dépasser aussi largement le budget et demander des efforts à d'autres financeurs ou qui impactent aussi les autres régions françaises. Hein, donc, une solution a été trouvée pour 2023 et pour 2024, les modalités de gestion de l'enveloppe disponible en Bretagne ont été revues. En fait, la DRAF, cette année, a décidé, pour gérer au mieux l'enveloppe disponible 2024, de répartir l'enveloppe régionale entre les opérateurs de PAEC, les projets
agro-environnementaux et climatiques pour gérer au mieux cette enveloppe. Si on peut passer à peut-être la diapo suivante. Vous savez peut-être pas, enfin vous le savez ou pas, mais en tout cas la gestion des MAEC est confiée depuis 2023 au niveau territorial à des opérateurs de projets agro-environnementaux et climatiques qui couvrent pour le coup l'ensemble du territoire régional. Vous voyez la carte de ces PAEC. Et c'est donc l'année dernière, ces opérateurs de PAEC n'avaient pas à gérer l'enveloppe MAEC, c'était fait directement au niveau régional. Cette année, l'enveloppe prévisionnelle pour 2024, qui est de 26 millions d'euros, grosso modo, pour la Bretagne, a été répartie entre tous ces opérateurs de PAEC, qui vont donc devoir gérer cette enveloppe et accepter des demandes d'engagement dans la limite de l'enveloppe qui leur a été attribuée, avec une petite marge pour faire du surbooking, mais voilà, il y a quand même donc un cadre assez strict à respecter. Et en plus, pour pouvoir prioriser les demandes d'engagement et éviter de dépasser cette enveloppe qui leur a été confiée, il y a un ordre de priorité à respecter pour faire quelque part donner la priorité à certains demandeurs, à certains agriculteurs, au regard des MAEC qu'ils souhaitent souscrire. Donc la première priorité qui a été retenue en Bretagne, elle concerne les bassins versants à algues vertes, et dans tous les cas, il y a une priorité aux agriculteurs qui souhaitent s'engager dans une MAEC algues vertes pour la gestion de l'eau. En priorité 2, on va trouver des mesures biodiversité. En priorité 3, les MAEC système, et en particulier les fameuses MAEC herbivores, dites herbivores en tout cas, et qui conduisent les agriculteurs à augmenter leur part d'herbe et à réduire leur surface de maïs dans leur système, dans leur système agricole. En priorité 4, on va trouver d'autres MAEC biodiversité, notamment l'entretien des haies ou d'autres mesures de gestion des parcelles. Et à chaque fois, pour chacune de ces 4 priorités, on a une sous-priorité accordée aux jeunes agriculteurs. Donc, cette nouvelle façon de faire est déjà en cours d'ailleurs dans d'autres régions en France. C'est déjà une façon de faire qui existait en 2023, voire même avant dans d'autres régions françaises. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour tout le monde, mais en Bretagne, c'est nouveau. Donc, forcément, elle génère des inquiétudes, aussi bien que du côté des opérateurs de PAEC, parce que c'est quand même une gestion administrative assez lourde et puis qui risque de faire des mécontents. Donc, ce n'est jamais très agréable, mais ça génère aussi des inquiétudes côté profession agricole, parce qu'on craint que ça stoppe un peu la dynamique MAEC en Bretagne. Et un dernier petit mot sur le budget. Là, vous voyez 26 millions d'euros en gros pour 2024 pour financer les MAEC, sachant qu'on avait 140 millions d'euros en 2023. Bon, 26, ça peut paraître peu, mais en réalité, 2023, en 2023 était arrivé à échéance beaucoup d'anciens contrats MAEC, et ce qui explique la forte demande qu'il y a eu en 2024 pour répondre à tous les agriculteurs qui étaient déjà engagés auparavant dans une MAEC, mais dont les contrats étaient arrivés à échéance. Et il y avait vraiment beaucoup d'agriculteurs dans cette situation-là. En 2024, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà, donc en 2023, pu souscrire une MAEC, et donc normalement, il y aura beaucoup moins de demandes de renouvellement, en tout cas en 2024. Et d'après les simulations qui avaient été faites, a priori, l'enveloppe devrait être suffisante pour financer au moins les demandes de renouvellement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce volet MAEC. Je pense que j'étais un peu plus longue que prévu.
Autre point que je voulais souligner et également autre couac que je voulais souligner pour, pour 2023 et la mise en œuvre donc, de la nouvelle PAC, et cette fois ça concerne un autre dispositif de la PAC, la conditionnalité. Alors la conditionnalité des aides de la PAC, c'est quoi? Pour percevoir leurs aides sur FACIC, les agriculteurs doivent respecter un certain nombre de règles dans le domaine agro-environnemental et climatique. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité des aides. S'ils ne respectent pas cette conditionnalité, ils peuvent avoir des pénalités et qui réduisent le montant des aides qui leur sont versées. Ce qui a posé problème en Bretagne, c'est ce qu'on appelle des BCAE, parce que dans la conditionnalité, il y a 9 bonnes conditions agro-environnementales à respecter, 9 BCAE, et l'une d'elles a posé problème en 2023 en Bretagne, c'est la BCAE 1. Alors la BCAE 1, c'est quoi? C'est l'obligation qu'ont les agriculteurs de maintenir leur prairie permanente. Comment elle est appliquée, cette règle, en théorie? Chaque année, donc, on vérifie au niveau régional un ratio, le ratio des surfaces de prairies permanentes sur la SAU. Et on compare ce ratio régional annuel à un ratio de référence qui est celui de l'année 2018. Ce ratio de référence pour la Bretagne, en 2018, il était de 19,74%. Et en 2023, le ratio calculé, donc annuel, était de 18,83%. Si on calcule l'évolution entre les deux ratios, celui de 2018 et celui de 2023, on constate qu'il y a une baisse de 4,6%. Or, et ça c'est la réglementation PAC qui le prévoit, lorsque ce ratio se dégrade de plus de 2%, on rentre dans ce qu'on appelle un régime d'autorisation, c'est-à-dire que les agriculteurs, étant donné qu'on a dégradé notre ratio de prairies permanentes par rapport à la SAU, en Bretagne, les agriculteurs qui désormais vont vouloir retourner des prairies permanentes, ils vont devoir faire une demande préalable auprès de l'administration pour avoir éventuellement le droit de retourner cette prairie permanente. Et ça se fait dans le cadre d'une enveloppe régionale et de priorités régionales définies en amont pour éviter que l'on passe après au-delà de 5% de dégradation qui là nous conduit encore dans un autre cas de figure, dans le cadre du régime dit d'interdiction. Là, c'est interdiction pure et simple de retournement des prairies permanentes. En fin 2023, donc, on s'est retrouvé dans ce régime d'autorisation et qui pose un certain nombre de problèmes, puisque ça a bloqué beaucoup de projets d'installation de jeunes agriculteurs, des agriculteurs qui, par exemple, avaient repris une vingtaine d'hectares de prairies permanentes à un agriculteur qui arrêtait son activité, et 20 hectares de prairies permanentes, par exemple, et ces nouveaux agriculteurs souhaitaient s'installer, mais faire du maraîchage. Eh bien, demande d'autorisation et autorisation très limitée délivrée, eh bien, ça veut dire que ces projets, par exemple, d'installation, étaient complètement mis à mal. Et puis, ça a mis à mal aussi un certain nombre de projets de reconversion ou de changement de système agricole. Donc, vraiment, gros souci avec ce régime d'autorisation. Donc, diapositive suivante. Sachant qu'en plus, en Bretagne, la réduction des prairies permanentes est en partie liée à la baisse de l'élevage, au recul du cheptel bovin en particulier, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique que vous avez à l'écran. Donc, lorsque en octobre, nos élus, en partie de la Chambre d'agriculture, ont appris que la Bretagne passait en régime d'autorisation, il y a eu une forte mobilisation pour demander au ministère de l'Agriculture une évolution de cette règle pour prendre en compte la réalité du terrain, et notamment le fait que la baisse des surfaces en prairies permanentes est liée à la baisse du cheptel, et on ne peut pas demander à des agriculteurs de maintenir des prairies permanentes alors qu'ils n'ont plus d'animaux, dans certains cas, à mettre sur ces prairies permanentes.
Il y a eu une forte pression donc des représentants agricoles en Bretagne, pas seulement en Bretagne, parce qu'on n'est pas la seule région à être confrontée à ce problème. Hein. On est 4 régions à être soit dans un régime d'autorisation, voire d'interdiction. Un Pays de la Loire et Normandie sont dans le cas d'une interdiction. Et donc les mouvements de protestation des agriculteurs début 2024 ont notamment aussi en France et dans l'Ouest porté sur cette BCAE1. La demande donc d'évolution de cette règle a été portée par le ministère de l'Agriculture à Bruxelles, hein, et finalement la Commission européenne a entendu en tout cas la demande de la France et a proposé de revoir le mode du calcul du ratio de référence via un acte délégué qui a été adopté le 12 mars. Avec la possibilité de recalculer ce ratio de référence pour prendre en compte des événements exceptionnels, hein, qui sont survenus sur la période, et notamment la diminution des surfaces qui sont liées à la baisse du cheptel. Donc ça, c'est une possibilité maintenant qui existe depuis quelques semaines et que va saisir donc le ministre de l'Agriculture, les services du ministère en France. Donc ils sont en train là actuellement côté ministère de voir comment on peut prendre en compte la baisse du cheptel et éventuellement d'autres événements qui expliquent la dégradation des ratios pour recalculer ce ratio de référence et faire en sorte que l'on sorte de ce régime d'autorisation et ce dès 2024 pour que les agriculteurs n'aient pas une demande d'autorisation à faire auprès de l'administration pour pouvoir faire évoluer leur système de production ou pour pouvoir retourner une prairie permanente pour par exemple implanter des légumes si c'est leur projet. En parallèle, hein, il y a eu, suite au mouvement de protestation des agriculteurs un peu partout en Europe d'ailleurs, hein, pas qu'en France, d'autres mesures de simplification qui ont été proposées par la Commission européenne pour notamment faire évoluer d'autres BCAE, pour les simplifier et pour mieux prendre en compte les événements climatiques, hein, qui peuvent de plus en plus régulièrement gêner ou perturber le respect de ces bonnes conditions agroenvironnementales et climatiques. Et donc, un certain nombre d'entre elles peuvent désormais être assouplies également via les propositions qui ont été faites récemment et qui ont été adoptées récemment au niveau européen. Donc, chaque État membre peut se saisir de ces possibilités d'évolution. Et donc, la France, elle, a clairement l'intention de saisir ces opportunités. Et quelques mots pour terminer sur l'après 2027, hein, parce que pour cette... là, j'ai fait 2 zooms pour la PAC 2023-2027 et les premiers couacs qui sont apparus dès 2023 pour la mise en œuvre de cette PAC. Et on est désormais en 2024. Cette PAC, la PAC actuelle va jusqu'en 2027, mais bien sûr, un des gros chantiers qui va attendre les nouveaux députés européens que nous allons élire le 9 juin, et la nouvelle Commission européenne qui va découler du nouveau Parlement européen, puisque le Parlement européen va ensuite désigner un nouveau président de la Commission européenne qui lui-même constituera une nouvelle Commission européenne. Donc ces nouveaux députés et puis la nouvelle Commission vont avoir très, très vite sur un chantier à mener qui va être de préparer la nouvelle PAC pour l'après 2027. Et on voit bien qu'on a d'un côté l'impératif de souveraineté alimentaire qui a vraiment refait surface depuis la crise Covid 2019, depuis la guerre en Ukraine. Cet impératif de souveraineté alimentaire, lui-même combiné à la nécessité de tendre vers une agriculture bas carbone, elle pose clairement la question d'une refonte en profondeur de cette PAC pour répondre à ces 2 enjeux de bas carbone et de souveraineté alimentaire. Et notamment, on tendre vers une agriculture bas carbone, et là je refais le lien avec la BCAE1, c'est voir quelle place on donne dans la future PAC aux prairies, et ça pose la question du soutien aux prairies, parce que si on veut maintenir des prairies, eh bien il faut vraiment qu'il y ait quand même aussi
dans le contexte actuel, un intérêt pour conserver ces prairies, qui sont de véritables puits de carbone. Hein. Donc, on peut imaginer que la future PAC donne plus d'importance et soutienne davantage les agriculteurs qui maintiendront ces prairies. En tout cas, les réflexions pour l'après 2027 sont lancées. Hein. La Commission européenne a mis en place un forum stratégique qui doit réfléchir aux orientations de la future PAC après 2027. Le chantier donc est lancé et les nouveaux députés et la nouvelle commission auront ce chantier prioritaire à conduire pour nous faire des propositions de nouvelles PAC pour l'après 2027 très rapidement. Voilà. J'ai terminé ma présentation sur les deux sujets d'actualité de politique publique. Et merci. Vous trouverez plus d'informations, plus de précisions sur ces sujets dans la publication en ligne. Voilà. Merci Marie. Alors, effectivement, on voit que cette nouvelle PAC en particulier a posé pas mal de questionnements de la part des agriculteurs et de représentants agricoles. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été remontées pendant la présentation, sachant qu'on a déjà pris un peu de retard, donc on va laisser 5 minutes maximum pour la discussion. Mais si jamais, de toute façon, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas ensuite à nous les faire part, soit dans la conversation, on y répondra plus tard, soit par mail ensuite. Alors, peut-être une petite question pratique pour démarrer et on ira sur une question de fond dans la foulée. La demande, je crois que tu l'avais précisé Olivier, mais est-ce que le diaporama sera disponible et partageable après ce webinaire? Oui, donc effectivement, l'enregistrement du webinaire ainsi que le diaporama vous sera transmis donc à toutes les personnes inscrites dans la semaine. Très bien, merci. Merci. Je poursuis avec une question sur les MAEC. Si la gestion de l'enveloppe est confiée au PAEC, cela veut-il dire qu'ils ont la charge de bloquer les dossiers si cette enveloppe se tarit? Et la personne donne le cas de l'enveloppe de Morlaix qui serait déjà vide. Oui, alors en tout cas, ils doivent, la DRAF a mis à leur disposition un outil de suivi des demandes d'engagement que chaque opérateur de PAEC doit donc compléter régulièrement au fur et à mesure des demandes d'engagement qu'ils reçoivent. Ils doivent donc trier ces demandes d'engagement selon l'ordre de priorité qui a été défini au niveau régional, qui est commun donc à l'ensemble des PAEC. Et voilà, alors je sais que normalement, ils ne doivent pas aller au-delà de l'enveloppe qui leur a été attribuée, plus 10% possible de surbooking. Ils sont censés respecter cette enveloppe. Après, certains opérateurs de PAEC ont d'ores et déjà, on dit qu'eux ne feraient pas le travail de retoquer certains dossiers. Ils complètent cet outil et ils souhaitent laisser la charge à la DRAF de revenir vers les agriculteurs qui souhaitaient s'engager dans une MAEC pour leur dire que non, leur dossier n'est pas retenu au regard des critères de priorité qui ont été définis au niveau régional. Donc voilà, mais c'est vrai que normalement, ils sont censés faire en sorte que les demandes d'engagement rentrent dans le cadre de l'enveloppe qui leur a été attribuée, en utilisant comme filtre, si besoin, donc l'ordre de priorité qui a été défini. Merci Marie. Il y a une autre question sur la baisse du cheptel en Bretagne. Alors, on va y revenir en fait dans la deuxième partie de ce diaporama, donc on la garde de côté. Ok. Et on réabordera ça ultérieurement. Une autre question, cette fois-ci sur la BCAE 1, donc pour rappel, l'obligation du maintien des prairies permanentes. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que cette BCAE entrave la reconversion, la végétalisation d'une exploitation agricole? La personne donne l'exemple d'un agriculteur qui voudrait, par exemple, passer en maraîchage. Ouais. Bon, donc déjà, je veux rassurer tout le monde, en principe, le régime d'autorisation, là, vu la nouvelle possibilité qu'ont les États membres de recalculer le ratio de référence pour prendre en compte des événements exceptionnels du type baisse du cheptel,
doit normalement nous sortir de cette ornière qui, en effet, si jamais il n'y avait pas, s'il n'y avait pas eu cette évolution là récente au niveau de la réglementation européenne qui a été validée récemment, oui, on avait un vrai problème. Hein. On a identifié plusieurs cas de projets d'installation d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui voulaient s'installer en reprenant des surfaces de prairies permanentes pour convertir ces surfaces de prairies permanentes en surface de légumes, et ben, ça bloquait purement et simplement leur projet, parce que même en donnant la priorité, parce qu'on avait décidé au niveau régional, si jamais ce régime d'autorisation se mettait effectivement en place, de donner bien sûr la priorité aux projets de jeunes agriculteurs, mais on avait en gros identifié, les services de l'administration avaient identifié une enveloppe possible, disponible pour accorder ces autorisations de l'ordre de 300 hectares. Donc 300 hectares à distribuer entre beaucoup d'agriculteurs qui ont soit un projet d'installation, soit un projet de reconversion d'une partie de leur surface. On savait déjà qu'il n'y aurait pas eu assez d'autorisation délivrée pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et c'est clair qu'on aurait pu répondre qu'à une toute petite partie des demandes. Et donc, forcément, oui, ça bloquait un certain nombre de projets, y compris d'installation, pour convertir des surfaces de prairies permanentes en maraîchage ou autres cultures. Hein. Ça bloquait aussi pas mal de projets d'agriculteurs qui sont en fin de carrière, qui ont une activité d'élevage bovin, mais qui petit à petit souhaitaient réduire cette surface pour mettre des cultures pour alléger leur charge de travail ou préparer leur transmission. Et ben, ça bloquait complètement leur projet et ils se sentaient complètement entravés par cette règle liée à la BCA1. Donc on espère vraiment que le calcul qui va être fait, le recalcul du ratio de référence va pouvoir nous sortir de l'ornière de ce régime d'autorisation dès cette année, hein, puisqu'il y a un effet rétroactif en fait de la règle qui a été adoptée dans le cadre de l'acte délégué. Donc on est en attente, on n'a pas eu d'information officielle pour l'instant du ministère de l'Agriculture, mais a priori, donc, le ministère va utiliser cette possibilité, mais on espère vraiment qu'on pas être dans ce régime d'autorisation parce que ce serait vraiment compliqué à gérer et ça fige vraiment les choses. Même si tout le monde est d'accord, hein, on partage tous l'intérêt de maintenir les prairies permanentes, mais on ne peut pas les maintenir de manière artificielle, maintenir des prairies alors qu'il n'y a pas d'animaux à mettre dessus. C'est un peu contre-intuitif quand même. Donc, il faut trouver une nouvelle manière d'appliquer cette règle du maintien des prairies permanentes sans que ça bloque des projets. Et peut-être une dernière question rapidement, ou peut-être dire où on trouve les éléments d'information, Marie. Sur le profil des 2850 exploitations qui ont déjà bénéficié des MAEC, est-ce que tu peux nous donner… Oui, alors du coup, dans le diaporama d'ailleurs, hein, j'avais mis un tableau avec la ventilation des mesures souscrites en 2023 hein, par type de mesure. Donc, c'est ce tableau-là. Donc, il y a 4 catégories, 4 grandes catégories de MAEC ouvertes en Bretagne. Il y a les mesures qui répondent à des enjeux qualité de l'eau, des mesures qui répondent à des enjeux de biodiversité, les mesures dites herbivores et la mesure sol, hein, c'est technique simplifiée, je sais plus. Conservation. Le non-labour, grosso modo. Voilà. Technique culturelle donc, vous voyez que celles qui ont vraiment suscité une forte demande en 2023, ce sont les mesures dites, les mesures herbivores. Hein. Et puis les mesures biodiversité aussi. On a eu beaucoup de demandes pour ces 2 types de mesures. Voilà. C'est vraiment les mesures phares en Bretagne. Merci. On va peut-être clore là le temps d'échange pour passer à la suite des interventions. Et n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, à les inscrire dans le chat. On y répondra, quitte à le faire après coup.
Très bien, oui, merci Marie. Donc après ce focus sur l'actualité des politiques publiques agricoles, donc on va passer sur cette fois-ci l'analyse économique des principales filières agricoles et agroalimentaires bretonnes. Et le premier élément, tout d'abord, lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on prend un peu une vision d'ensemble de l'actualité économique, le premier élément qui saute aux yeux finalement, c'est qu'en 2023, on a eu des prix et des revenus en hausse pour la plupart des filières agricoles et agroalimentaires bretonnes. Je vais vous montrer un peu quelques exemples. Donc, c'est notamment le cas ici pour les producteurs de lait de vache, hein, puisque en 2023, donc, on a eu en moyenne sur l'année et tout label, lait confondu, un prix de vente à 468 € les 1000 litres en Bretagne, ce qui correspond à une hausse de 4,7% par rapport à la moyenne 2022. À droite, on voit aussi donc les cotations pour la production de viande bovine. Et donc, en particulier, les productions issues de races à viande ont eu aussi une hausse, ont connu aussi une hausse significative des cotations en 2023. Donc, par exemple, la cotation de la vache R+, a établi un nouveau record avec une cotation moyenne à 7,15 € kilo équivalent carcasse, ce qui correspond à une hausse de 6,7% par rapport à 2022. Et la cotation du veau rosé clair haut a aussi augmenté de 4,2% par rapport à 2022 pour s'établir à 5,58 € kilo équivalent carcasse. Et seule la cotation de la vache P égale, donc qui est plutôt issue de troupeaux laitiers, se stabilise en moyenne sur l'année 2023 par rapport à 2022, avec, on le voit hein, tout à droite, en orange clair, notamment un recul de la cotation sur le second semestre. C'est aussi le cas pour les éleveurs de porcs, avec une hausse qui est encore même plus importante ici, puisque la cotation donc, a même atteint un record jamais atteint jusqu'à présent, hein, qui à 2,38 € kilo en mars 2023. Et en moyenne sur l'année, elle s'établit à 2,11 kg, ce qui correspond à une hausse de 22% par rapport à la moyenne 2022. Et de près de 60% par rapport à la moyenne 2021. Et donc là aussi, on peut noter un recul hein, sur le dernier trimestre en particulier, mais malgré ce recul, la cotation reste à 1,8 € kilo au plus bas, ce qui est largement supérieur à ce que les éleveurs de porc ont connu les précédentes années. Alors pourquoi est-ce que on a observé une telle hausse dans toutes ces productions, donc toutes les productions animales? Eh bien, la raison principale, c'est un recul de l'offre, et en particulier sur le continent européen. On a un recul de l'offre, notamment en Bretagne, plus globalement en France, et encore plus globalement sur l'ensemble du continent européen. Alors, c'est le cas, par exemple, donc en lait de vache, hein, de la production européenne est en recul sur tout le second semestre par rapport à l'année précédente. Et au plus fort, en novembre 2023, donc, le recul annuel était de 2,5% par rapport à novembre 2022 sur le continent européen. C'est le recul annuel le plus important que le continent ait connu depuis 2016. On peut noter en particulier le cas de l'Irlande, qui a été impacté à la fois par une chute impressionnante des prix fin 2022, début 2023, qui a poussé les éleveurs à réduire leur cheptel, auxquels s'ajoutent en plus des pressions environnementales, plus des mauvaises conditions météorologiques, puisque l'Irlande a été impactée par le même phénomène donc, de tempête que la Bretagne a aussi connu, en particulier le sud de l'Irlande. Et donc tout cela, pris ensemble, a entraîné une baisse annuelle de la production en Irlande supérieure à 20% sur les derniers mois de l'année 2023. Pour la production porcine aussi, on observe un recul sans précédent en Europe, puisqu'en 2023, la production européenne diminue de 7,2% par rapport à 2022. Et comme pour le lait avec l'Irlande, les productions qui étaient en plein essor ces dernières années sont tout autant touchées, hein, puisque l'Espagne en particulier voit sa production porcine reculer de 6,5% en un an. Mais le pays le plus touché sur la production porcine, c'est le Danemark, avec une chute de 19% par rapport à 2022.
On observe aussi la même situation pour la production de viande bovine, hein, avec un recul des cheptels et un recul des abattages en 2023. Donc, on observe un recul de production de 3,1% sur l'ensemble du continent par rapport à 2022. Alors, en neuf, on a aussi une hausse sur l'ensemble de l'année, mais les variations sont beaucoup plus importantes au cours de l'année 2023. Donc, toutefois, sur l'année, donc comme je disais, on observe une hausse de la cotation moyenne par rapport à l'année précédente. Avec la cotation moyenne, donc ce qu'on observe ici en orange foncé, hein, c'est l'évolution donc de l'œuf brun calibré M, c'est l'œuf moyen qui est entre 53 et 63 grammes. Et donc cette cotation, elle est en moyenne sur l'année 2023 de 13,14 euros les 100 œufs. Ce qui correspond à une hausse de 7,5% par rapport à la moyenne 2022. Alors, juste, je m'interromps 2 secondes puisque je vois sur les commentaires que les cotations présentent. Alors oui, que les graphiques ne s'affichaient pas. Alors pour ce qui concerne la situation en Europe, je n'avais pas affiché de graphique. Donc si vous ne les voyez pas, c'est normal. Je restais uniquement sur les graphiques qui concernaient la Bretagne. Je le présentais uniquement à l'oral pour l'Europe. Donc je reprends le cours de ma présentation. Donc en ce qui concerne du coup les œufs, donc comme je le disais, on observe une hausse en moyenne sur l'année, mais avec des variations très importantes, hein, puisque en particulier en fait au début de l'année, la production en Bretagne, mais aussi sur l'ensemble du pays, a été touchée par l'influenza aviaire, qui a touché les élevages de poules podeuses, qui sont situés en particulier dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Et sur l'ensemble du pays, hein, près de 10% du cheptel de poules pondeuses et de poulettes ont dû être abattus durant cette crise. Ce qui a conduit forcément à une hausse importante de la cotation donc, sur cette période-là. Puis ensuite, un retour des mises en place à partir de la fin de l'hiver a fait reculer sensiblement la cotation, mais on voit que ça a été de courte durée, puisque dans un contexte inflationniste, on y reviendra en fin de présentation, l'œuf étant la protéine animale la moins chère, elle a fait l'objet d'une très forte demande et ainsi la consommation a atteint un niveau record en France de 229 œufs par personne, alors qu'en 2022, on était à 221 œufs par personne par an. Et donc, tout cela a fait grimper la cotation lors du second semestre, qui est passé de 9 euros les 100 œufs en août 2023 à 14 euros les 100 œufs en décembre 2023. Alors, les filières agricoles et agroalimentaires principales de Bretagne ne sont pas les seules concernées par cette hausse, hein, puisqu'on peut observer ici, par exemple, le cas de l'évolution du prix annuel moyen de lait de chèvre, hein, donc, qui est passé de 852 euros les 1000 litres en 2022 à 924 euros en 2023. Donc, ce qui correspond à une hausse de 8,5% par rapport à la moyenne 2022. Ici à droite, on a ici l'évolution des quantités produites et du prix du chou-fleur. Donc en orange clair, l'évolution sur l'ensemble de l'année 2023. Et donc en moyenne sur l'année 2023, on a un prix qui est de 80% supérieur à la moyenne quinquennale, avec, on observe une hausse en particulier ici en novembre, un pic atteint en novembre, puisque on observe sur les barres que la production, elle, a été relativement faible en novembre, hein, notamment impactée par des conditions, des mauvaises conditions météorologiques sur la région. Donc, nous avons des prix qui ont sensiblement augmenté sur l'année 2023, même si la hausse des prix en 2023 n'est pas aussi importante qu'en 2022 par rapport à 2021. Je ne vous ai pas détaillé ça, mais pour beaucoup de productions, hein, la hausse des prix a été beaucoup plus importante en 2022 par rapport à 2021 qu'en 2023 par rapport à 2022.
Mais alors qu'en 2022, on avait aussi une hausse significative des charges, en 2023, en revanche, on observe que les charges, elles, reculent. Et ici, je vous montre en particulier, donc à gauche, nous avons l'évolution en vert de la courbe de l'indice IPAA, qui est l'indice des 16 principales matières premières représentatives des utilisations globales par les fabricants d'aliments. Donc c'est en gros l'indice des charges pour les fabricants de l'alimentation animale. Et il a très nettement reculé à partir du second semestre 2022, et ça a permis à l'industrie de l'alimentation animale, à partir de début 2023, de faire baisser progressivement ses prix de vente. Et c'est ce qu'on observe aussi, donc du coup le prix de l'aliment sorti usine a reculé de 11,3% en moyenne sur l'année 2023 par rapport à 2022. Et c'est ce qu'on observe aussi à droite avec l'évolution du prix d'aliments IFIP, donc pour les productions porcines, hein, entre 2021, 2022, 2023. Et on observe qu'à partir, dès le début 2023, après une stagnation durant tout le second semestre 2022, hein, dès le début de l'année 2023, on a une diminution régulière, progressive donc, du prix de l'aliment pour les productions porcines, avec donc, un recul de 14% entre janvier et décembre 2023. Donc ici, je vous montre l'exemple de l'alimentation animale. On peut aussi donner l'exemple du prix des engrais, hein, qui a aussi très fortement reculé, hein, une division quasiment par 2 du prix de l'engrais sur l'ensemble de l'année 2023. Et donc, au final, on a des résultats courants qui sont globalement bons, hein, pour la plupart des productions principales en Bretagne. Donc ici, on a les estimations de Lidl pour 2023, donc avec 55 100 € par UMO pour les élevages laitiers spécialisés en plaine, donc pas uniquement breton, mais c'est l'élevage majoritaire qu'on va retrouver en Bretagne, alors que je vous montre ici après la moyenne 2017-2021 qui est à 35 060 € par UMO. Donc on voit que là, on est vraiment à une hausse significative par rapport à la moyenne 2017-2021. Même chose pour les éleveurs caprins de centre-ouest. Donc là, pareil, hein, on n'est pas forcément sur des éleveurs uniquement bretons, mais c'est le type d'élevage principal qu'on va retrouver en Bretagne. On observe aussi une hausse significative des résultats par rapport à la moyenne 2017-2021. Pareil pour les éleveurs bovins viande, donc spécialisés naisseurs, engraisseurs intensifs, qu'on va retrouver en Bretagne, avec une hausse ici de 15 000 € par rapport à la moyenne 2017-2021. On n'a pas les résultats pour 2023 pour les producteurs français de porc, mais on voit déjà ici que déjà en 2022 par rapport à 2021, on avait une hausse fortement significative, hein, du résultat, donc de 124 400 € par ETP non salarié en 2022 contre 24 500 en 2021. Et on sait qu'en 2023, on devrait retrouver des niveaux aussi très élevés. Donc, tout ça, ces résultats, donc en plus d'une crise inflationniste qui a suivi la reprise de l'activité post-Covid et qui a fortement accentué la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a aussi nettement accéléré le développement de la production d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles. Et c'est en particulier le cas pour les installations photovoltaïques. Donc on a ici l'évolution à gauche, donc, qui ne concerne pas uniquement les installations photovoltaïques agricoles, hein. Ici, c'est au global en Bretagne. Mais que ce soit en agricole ou en non agricole, la croissance des installations est très importante depuis 2 ans. Et il est estimé que l'agrivoltaïsme représente 40% du photovoltaïque total en Bretagne, en capacité en puissance installée, pardon. Et le développement de l'agrivoltaïsme va aussi se poursuivre dans les années à venir, hein, notamment grâce à la loi d'accélération des ENR de mars 2023. Et la Chambre va d'ailleurs communiquer sur son nouveau cadre de référence pour défendre une vision qui soit raisonnée et encadrée sur le déploiement des énergies renouvelables en agricole. Le développement est aussi très important en ce qui concerne les unités de méthanisation agricole en Bretagne. Donc là, c'est ce qu'on observe sur la figure à droite, dont on voit l'évolution du cumul de la capacité de production avec la courbe, le nombre d'unités. Et donc actuellement, il y a 62 unités en projet, ce qui représente plus de 20% des projets déjà existants. Donc on voit bien qu'on a ici une croissance aussi très importante sur les unités de méthanisation agricole.
la dynamique, donc elle est notamment supportée par la mise en place des contrats de production et d'achat biométhane en 2023 et par la revalorisation du tarif d'achat du biométhane en 2023. Donc, tout ça pour vous montrer que finalement, on a une conjoncture qui est relativement favorable pour les agriculteurs. Mais pourtant, nous avons vu que l'année 2024 a commencé avec un mouvement de protestation des syndicats agricoles. Alors, les raisons de ce mouvement sont multiples. L'objectif ici n'est pas de tenter de comprendre l'ensemble des raisons de cette gronde agricole, mais simplement d'apporter quelques éléments qui sont issus aussi de l'actualité économique en 2023 et qui vont permettre de relativiser cette bonne conjoncture qu'on vient de vous présenter. Alors, tout d'abord, un premier élément qui est très important. En Bretagne, comme dans le reste du pays, la profession elle fait face à un défi important de renouvellement des générations, illustré ici par l'évolution de la pyramide des âges entre 2012 et 2022. Donc en orange clair, on a la pyramide des âges pour 2012, en orange foncé pour 2022. Et ce qu'on observe, c'est qu'en 2022, donc 38% des chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles ont plus de 55 ans contre 25% en 2012. Et sur cette décennie, le nombre d'agriculteurs de plus de 60 ans en particulier a bondi de 77%, tandis que le nombre d'agriculteurs entre 40 et 50 ans a chuté de 45%. Donc on voit ici qu'on a un vieillissement très important, et donc forcément, lorsqu'on dit 55 ans et plus, c'est des agriculteurs, enfin des chefs d'exploitation d'entreprises agricoles qui vont cesser leur activité dans les 10 prochaines années au plus tard. Donc on a ce défi très important et ce qu'on observe, c'est que déjà, sans même se projeter dans les 10 prochaines années, on voit déjà qu'aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, donc le nombre de chefs d'exploitation recule chaque année. Donc là, sur les 2 dernières années, on a moins 4,5% du nombre de chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles. Alors, qui sont remplacés en particulier, on le voit à droite, par l'évolution, une augmentation du nombre de salariés agricoles en ETP. Donc, on a vu sur la diapo précédente que le nombre d'agriculteurs de moins de 40 ans, par contre, a assez peu reculé. Et on voit ici sur la figure de droite que, effectivement, lorsqu'on regarde en nombre d'installations, on reste sur un chiffre relativement stable d'année en année, avec autour de 1000 installations par an depuis une dizaine d'années aujourd'hui, dont 740 sont des agriculteurs de moins de 40 ans. C'est ce qu'on observe en orange clair. On voit bien qu'ici, on a un chiffre relativement stable d'année en année. Et cependant, bien que ce nombre d'installations reste stable, le nombre des départs, lui, en revanche, est en très forte hausse depuis quelques années, lié au vieillissement donc, de la population agricole. Le nombre de cessations d'activité annuelles a augmenté de 61% entre 2010 et 2021. Et ainsi, toute filière confondue, on est aujourd'hui à un départ sur 2 qui n'est pas remplacé. Sachant que ce taux va jusqu'à un départ sur bien plus de un départ sur 2 qui n'est pas remplacé pour certaines filières animales telles que les filières lait et porc qui sont les plus concernées aujourd'hui par ce défi du renouvellement des générations. Et donc, derrière ces chiffres que je viens de vous présenter, forcément, ça entraîne nécessairement des tensions dans le paysage agricole, des craintes de la part des exploitants de ne pas voir leur exploitation être retransmise à la fin de leur activité. Alors, à côté de ce défi de renouvellement de génération, on peut noter aussi un recul des volumes qui explique notamment justement la hausse des prix, ce que je vous ai expliqué en début de présentation. Et donc ce recul des volumes quasi généralisé, qui concerne quasiment l'ensemble des filières agricoles et agroalimentaires bretonnes en 2023. Donc à gauche, on observe notamment donc, le volume total des abattages bretons de porc, et on observe un recul net depuis 2 ans. En 2023, les abattages baissent de 3,9% par rapport en 2022 en nombre de têtes et moins 3,2% en tonnage. Pareil pour en ce qui concerne donc, les abattages bretons de volailles, donc on observe ici à droite,
On voit ici par contre que le recul est encore plus ancien que pour la production porcine. Hein. On a une tendance à la baisse qui est beaucoup plus ancienne en Bretagne en ce qui concerne la volaille. Et au global, on observe, toute volaille confondue, un recul de 3,6% par rapport à 2022. Et ce qu'on note en particulier en 2023, c'est que le poulet, dont la production était relativement stable, c'est ce qu'on observe ici, on a le nombre en volume d'abattage de poulet en orange clair en Bretagne. On voit que le nombre était relativement stable ces dernières années jusqu'en 2022. En 2023, on observe un recul assez inédit donc du nombre d'abattages de poulet. On est à moins 3,1% en volume par rapport à 2022. Le recul est encore plus important pour la dinde, où on est à 5,8% par rapport à 2022. Alors, c'est aussi le cas pour la production de viande bovine, où la production totale de viande bovine devrait s'établir autour de 136 000 tonnes en 2023, soit une chute de 5,9% par rapport à 2022, sachant qu'en 2022, on observait déjà un recul de 6,1% par rapport à l'année précédente. Et la chute est particulièrement importante pour les femelles laitières, dont les abattages chutent de plus de 9% sur un an. Et du côté de la collecte laitière, justement, les volumes sont, eux, en recul depuis 4 ans. Et en 2023, la baisse est particulièrement importante, donc qui est impactée à la fois par une baisse du cheptel de vaches laitières. Tout à l'heure, il y avait une question sûrement sur la baisse du cheptel. Donc, en ce qui concerne le cheptel laitier, on est à un recul de 2,1% en 2023 par rapport à 2022. Et globalement, depuis 4 ans, en Bretagne, on est sur un recul entre 2 et 3% par an par rapport à l'année précédente. Donc, on a ce recul du cheptel laitier. On a aussi des fourrages qui ont été de moindre qualité. Les fourrages produits en l'hiver 2022-2023 étaient de moindre qualité et des conditions météorologiques qui ont été aussi défavorables. Et donc, tout cela a impacté fortement la collecte en 2023, donc qui recule de 3,5% par rapport à 2022. Donc, le cheptel de vache laitière, je vous l'ai dit, a reculé. C'est aussi le cas donc, pour le cheptel allaitant breton, ce qui explique la baisse des abattages aussi en Bretagne. Donc, le cheptel allaitant, lui, recule de 3,5% en 2023 par rapport à 2022. Et sur 10 ans, il a reculé de 21%. En revanche, la situation est différente pour les filières non animales. Par exemple, sur les surfaces des légumes destinés à la transformation, donc c'est ce qu'on observe ici à droite. Alors ici, ce n'est pas que en Bretagne, c'est sur ce que le Sénadi appelle le Grand Ouest, donc qui concerne la Bretagne, les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire. On n'a pas les données pour uniquement la région Bretagne. Mais donc sur les surfaces en Grand Ouest, on voit qu'elles ont légèrement augmenté en 2023 par rapport à 2022, donc de 7% par rapport à 2022, mais que par contre, lorsqu'on regarde un peu plus loin, on voit bien qu'on a malgré tout une tendance à la baisse par rapport à ce qu'on observait. Donc ici, la moyenne 2022-2022, on peut remonter même un peu plus dans des années encore bien antérieures. On avait des surfaces qui étaient bien supérieures à ce qu'on observe en 2022 et 2023. Et donc forcément, ce recul sur les volumes, en particulier sur les filières animales, a des conséquences sur l'activité des industries agroalimentaires. Donc, que ce soit en amont, d'abord, donc pour le secteur de l'alimentation animale, on observe un repli en 2023 de l'activité, moins 3,8% par rapport à 2022 pour les fabrications d'alimentation animale bretonne, tout confondu. Et ce repli est tiré en particulier par les filières granivores, donc moins 5,1% pour l'alimentation porcine et moins 4,9% de fabrication en 2023 par rapport à 2022 pour l'alimentation avicole. Au contraire, les tonnages d'aliments pour les vaches laitières résistent à plus 0,6% par rapport en 2023 par rapport à 2022.
L'industrie agroalimentaire à l'aval est aussi touchée. Donc, on voit ici, alors c'est peut-être un peu petit pour vous, mais donc ce qu'on observe en fait en orange foncé, hein, c'est l'évolution de l'activité de l'industrie agroalimentaire, donc selon un indice INSEE qui est de base 100 en 2015. Et globalement, hein, ce qu'on observe, c'est qu'on a un recul tout au long de l'année 2023, malgré une légère reprise à la hausse sur le dernier trimestre, hein. Et donc, sur l'ensemble de l'année, le niveau moyen est à 98 pour l'indice de l'activité de l'agroalimentaire français, donc ce qui est au plus bas ce qui est le niveau le plus bas depuis la crise de 2008. Donc ici, on a l'indice uniquement pour l'agroalimentaire français, mais la Bretagne est aussi tout autant touchée que le reste du pays en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire. Et d'ailleurs, hein, cette baisse de l'activité a aussi derrière des conséquences sur les investissements, alors qu'ils sont aussi touchés par une hausse des taux directeurs à partir de mi-2022. Alors, les reliquats d'investissement ont permis malgré tout une hausse des investissements en 2023, c'est ce qu'on observe ici, hein, la hausse par rapport à 2022, mais on sait dans les prévisions des industriels eux-mêmes, hein, les prévisions pour 2024 sont une forte baisse des investissements de l'industrie agroalimentaire bretonne par rapport à 2023. Donc un recul de moins 17,8% des investissements en 2004 par rapport à 2023. Ça a aussi des conséquences derrière sur l'emploi de l'industrie agroalimentaire. Et donc ici à droite, on voit l'évolution du volume de l'emploi salarié et de l'intérim dans les industries agroalimentaires bretonnes. Et l'intérim en particulier est en fort recul après plusieurs années de croissance. Pour l'emploi salarié, on observe un recul dans un premier temps, puis une stabilité et une légère reprise à la hausse, hein, donc qui suit effectivement cette reprise à la hausse qu'on a vue pour les IA en France sur le dernier trimestre. Alors, donc, baisse des volumes, baisse de l'activité des industries agroalimentaires bretonnes et des exportations qui sont aussi en retrait en 2023 par rapport à 2022. Donc ici, on a l'évolution des exportations bretonnes en valeur et en différenciant donc les exportations à destination de l'Union européenne et à destination des pays tiers, donc hors Union européenne. Et donc, on observe un recul de 2% en valeur des exportations en 2023 par rapport à 2022. Pour se situer à 5,3 milliards d'euros au global. Mais en volume, le recul est encore plus fort, hein, puisque en 2023, donc, on a toujours de l'inflation qui est relativement élevée, qui a permis de gonfler justement cette valeur-là. En volume, le recul est de 6,8% par rapport à 2022. Et on retrouve des niveaux de volume exporté similaires à ceux d'avant la crise Covid. Et donc, en particulier, le recul des exportations est marqué dans deux catégories, dans les céréales et dans les productions de viande. Et dans les productions de viande en particulier, on va avoir une baisse assez importante donc, en ce qui concerne les exportations de viande de boucherie et de volaille. Donc, moins 5% pour les viandes de boucherie et moins 7% pour les viandes de volaille. Les exportations bretonnes reculent en particulier dans deux pays, c'est ce qu'on observe à droite. Ici, on a les classements donc, des principaux pays vers lesquels les exportations bretonnes sont destinées. Et donc, on observe un recul particulièrement important dans deux pays. Donc, l'Espagne, d'abord, on a un recul en fait surtout marqué en ce qui concerne les céréales, avec un repli de 16 millions d'euros, soit quasiment division par deux du montant exporté en céréales vers l'Espagne. Et la Chine, ensuite, qui était notre premier client en 2021 donc qui a progressivement reconstitué son cheptel porcin jusqu'à arriver même à une situation de surproduction aujourd'hui, tandis que donc forcément cela a fait baisser les exportations en ce qui concerne donc les produits de viande de boucherie vers ce pays-là. Et aussi pour les produits laitiers, puisque la consommation de produits laitiers a du mal à repartir à la hausse, et donc cela impacte donc, les exportations de produits laitiers bretons vers la Chine. Et au contraire, l'Italie devient notre premier client en 2023 avec des exportations qui sont portées là pour le coup par les viandes de boucherie, catégorie pour laquelle l'Italie représente un quart des exportations bretonnes.
Donc, on a vu qu'il y avait effectivement des éléments qui permettent d'expliquer un peu ce sentiment de morosité ambiante dans le paysage agricole et agroalimentaire, avec une activité qui est en forte baisse, des cessations d'activité qui ne sont pas remplacées. Et à cela, en plus, va s'ajouter d'autres signes d'inquiétude. Donc, tout d'abord, des premiers éléments, je veux rappeler donc, le contexte politique qu'a bien développé Marie, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais on avait par exemple en particulier le budget MAEC, qui n'était pas suffisant, le budget initial n'était pas suffisant pour répondre au nombre d'agriculteurs bretons qui souhaitaient s'engager dans ces MAEC. Et donc c'est la mobilisation des agriculteurs qui a permis de débloquer des agriculteurs et des syndicats agricoles qui a permis de débloquer 45 millions d'euros supplémentaires afin de répondre à cette demande des agriculteurs. On a aussi un autre élément de tension régionale en 2023, donc qu'a développé Marie, donc qui est cette obligation de maintien des prairies permanentes avec la Bretagne, donc, qui était concernée en 2023 et qui est la conséquence directe de la décapitalisation du cheptel gros bovin dans la région, donc comme je l'ai indiqué, qui est supérieur à 2% par an depuis 2018. D'autres éléments aussi d'inquiétude de la profession agricole et agroalimentaire, c'est les négociations commerciales qui ont été réalisées dans un temps raccourci, fin 2023, début 2024, et qui ont été particulièrement tendues donc, par le fait que ces négociations ont dû se faire dans un temps très court, et en plus de cela, dans un contexte inflationniste assez important. Et aussi dans un contexte de développement des centrales d'achat européennes qui permettent aux acteurs de la distribution de contourner en partie la loi Egalim, d'avoir un poids plus important face aux industries agroalimentaires et donc face aussi du coup à la profession agricole. Pour combler les trous restants dans la raquette Egalim, un 4e projet de loi qui est prévu pour l'été 2024 et qui devrait concerner en partie notamment cette question des centrales d'achat européennes, bien que en réalité il s'agisse d'une question à traiter à l'échelle européenne et non à l'échelle française. Un autre signe d'inquiétude, c'est la question des accords de libre-échange. Notamment l'accord avec le Chili qui, donc avec une hausse des contingents de viande bovine à droit réduit pour le Chili, donc qui passe de 2900 tonnes par an à 4900 tonnes équivalent carcasse, donc une hausse de 2000 tonnes équivalent carcasse en ce qui concerne l'accord avec le Chili. On a aussi beaucoup parlé donc, de cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui va entrer en application, qui est entré en application début mai 2024 qui implique une ouverture progressive d'un contingent donc à droit réduit de 10 000 tonnes par an, là aussi de viande bovine sur une période de 7 ans. Donc la filière bovine est donc forcément directement menacée par ces accords avec le Chili et avec la Nouvelle-Zélande qui entrent en vigueur donc en 2024, comme je vous ai dit. L'accord avec la Nouvelle-Zélande représente aussi une menace pour la filière ovine, alors qui est moins importante en Bretagne, mais concerne d'autres régions françaises, ainsi que la filière laitière pour laquelle on craint un impact à la baisse sur les prix intérieurs pour les produits laitiers. Et enfin, l'Union européenne souhaite poursuivre les négociations pour un accord de libre-échange avec le Mercosur, même si la France, entre autres, s'est opposée à la signature d'un tel accord. Dans sa conception actuelle, il prévoit l'ouverture d'un contingent de 180 000 tonnes de volailles à droit nul, donc qui impacterait forcément de manière très importante donc la production de volailles bretonnes en particulier. Ensuite, un autre élément aussi, c'est que il y a aussi un autre élément, c'est la suppression des taxes à l'importation en provenance d'Ukraine. Donc là, ce n'est pas un accord de libre-échange, c'est vraiment directement lié à la situation particulière de l'Ukraine en guerre contre la Russie, donc dans un objectif de soutenir le pays. Donc il y a la suppression des taxes à l'importation qui sont reconduites encore en 2024 et qui là aussi forcément impactent globalement les filières, notamment animales bretonnes. Donc,
Les débats houleux autour de ces différents accords de libre-échange associés à la baisse des exportations bretonnes, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, posent la question de la compétitivité de l'agriculture bretonne. Et cette question est finalement bien au centre des inquiétudes des agriculteurs bretons. Cette inquiétude sur la capacité de l'agriculture bretonne à rester compétitive est d'autant plus grande que plusieurs autres éléments l'ont remise en question ces derniers temps. Alors, tout d'abord, on peut citer le projet donc d'extension de la directive européenne sur les émissions industrielles à la plupart des élevages de porcs et de volailles. Donc, je ne vais pas revenir en détail donc, sur l'abaissement du seuil, hein, donc, qui du coup implique que la plupart des élevages de porcs et de volailles sont concernés par cette extension de la directive. Et donc, c'est une réglementation donc, qui vise à limiter les émissions de certains polluants tels que le phosphore, l'azote et l'ammoniac. Et pour pouvoir poursuivre leur activité, les élevages vont devoir subir un surcoût, et notamment, en particulier, un surcoût administratif. Les représentants du secteur de la volaille, notamment, ont dénoncé donc, la complexité de la démarche et le montant des investissements nécessaires qui vont défavoriser les élevages à capitaux familiaux par rapport aux structures capitalistiques de plus grande taille. Concernant cette directive sur les émissions industrielles, l'échelle, pour le coup, est européenne, donc elle impacte la compétitivité de l'agriculture européenne par rapport aux pays extérieurs à l'Europe. Mais il y a d'autres réglementations pour lesquelles l'échelle est encore plus réduite et pour lesquelles il est demandé à minima une harmonisation européenne afin que l'agriculture et l'agroalimentaire breton et français ne soient pas pénalisés dans leur compétitivité vis-à-vis des voisins européens. C'est par exemple le cas de l'interdiction du broyage des poussins, en vigueur uniquement en France et en Allemagne actuellement, et dont la mise en place de l'ovosexage pour éviter le broyage des poussins mâles est estimée à 50 millions d'euros par an en France. Seuls 9 pays de l'Union européenne souhaitent s'engager à terme dans l'interdiction de l'abattage des mâles. Et la Commission européenne a donc lancé une étude d'impact afin d'aller vers une harmonisation de la réglementation européenne sur ce sujet. Un autre exemple, c'est le décret de la loi AGEC, applicable depuis le 1er janvier 2024, qui concerne l'interdiction des emballages plastiques pour tous les fruits et légumes frais, à l'exception de ceux conditionnés à l'eau de 1,5 kg, et aussi à l'exception de 29 produits qui présentent un risque de détérioration lors de la vente à vrac. Et donc, en parallèle, au niveau de l'Union européenne, un accord provisoire prévoit l'interdiction des emballages plastiques à usage unique pour les fruits et légumes non transformés à partir du 1er janvier 2030. Ce n'est pas pour tout de suite. Et en plus de cela, chaque État membre aurait la possibilité d'établir une liste de produits exemptés. Donc, on voit bien que là, ici, l'harmonisation est vraiment partielle au niveau européen. Donc, Interpel réclame l'abrogation du décret en attendant justement cette harmonisation européenne. Et donc, forcément, cela va impacter cette baisse de compétitivité bretonne, hein, forcément, impacte derrière le taux d'auto-approvisionnement. Donc ici, on a notamment l'évolution du taux le taux d'auto-approvisionnement qui recule. Donc ici, notamment en légumes, 57% en légumes de conserve, 27% en légumes de surgelés. On a aussi une baisse du taux d'auto-approvisionnement en ce qui concerne les produits laitiers, hein, pour lesquels nous sommes déjà importateurs nets en crème et en beurre. Le CNIEL a alerté sur le fait que si nous poursuivions la tendance actuelle, nous serions importateurs nets, tous produits laitiers confondus, à partir de 2027. Alors, pour revenir donc sur le cas des légumes destinés à la transformation, donc l'UNIVET a affirmé que si on suivait l'objectif du plan de souveraineté de reconquérir 5 points sur l'auto-approvisionnement d'ici 2030, cela nécessiterait le développement de 6% des capacités productives nationales. Et par ailleurs, en plus de ça, si on incite au moins 2/3 des Français à consommer 5 fruits et légumes par jour, comme préconise le ministère de la Santé, il faudrait développer les volumes de 5% supplémentaires. Donc, en cumulant ces deux objectifs, cela amènerait à développer les capacités productives de 80 000 tonnes. Et donc, voilà, forcément, cela ne peut se faire que si on trouve une agriculture qui soit effectivement compétitive.
Et en bas, ici, on observe, donc, je vous montre la figure donc là, de l'évolution du solde en neuf. Hein, donc on voit bien aussi qu'il s'est fortement dégradé à partir de 2022. Donc là, conséquence directe hein, notamment des importations en provenance d'Ukraine. Et donc pour conclure, donc on a vraiment un besoin de réassurance pour l'agriculture bretonne. Hein. L'enjeu du renouvellement des générations ne pourra pas se résoudre avec des bons revenus sur une année ou sur une année ou deux. Hein. Il faudra que ces bons revenus qu'on a observés en 2023 et en 2022, ils soient vraiment durables et non conjoncturels. Et le besoin de réassurance dépasse par ailleurs la question des revenus. Puisque déjà, ne serait-ce que pour la question du revenu, il faut mettre aussi ces questions en parallèle avec le temps de travail. Dans le monde agricole, on a vraiment une évolution du rapport au temps du travail, comme on l'observe d'ailleurs sur le reste de la société, hein, depuis la crise Covid en particulier, avec un temps destiné à la famille qui est de plus en plus important pour les agriculteurs. Et cela ne peut se faire que si la charge mentale et administrative soit disons, le plus régulée possible et que à des nouvelles normes qui s'ajoutent, ne s'ajoutent pas non plus des nouvelles charges justement mentales et administratives pour les agriculteurs. Donc, le projet PLOA et les débats sur l'ambition de souveraineté européenne doivent forcément répondre à ce besoin de réassurance pour les agriculteurs bretons, sachant que on parle de souveraineté européenne, mais il faut aussi faire attention à ce que l'agriculture bretonne en particulier ne soit pas sacrifiée au détriment d'autres agricultures du continent. Voilà, donc j'ai fini pour cette partie-là. On peut passer peut-être là aussi à 5 minutes de discussion. S'il y a eu des questions, j'ai vu passer qu'il y avait des questions pendant la présentation. Certaines ont été répondues, peut-être pas toutes. Il y a eu quelques questions, il y a aussi eu des remarques, donc peut-être une aussi pour préciser ce que c'est que la notion de RCAI, de revenu courant avant impôt, qui a été présentée tout au début de ton propos, Olivier. Donc on calcule cet indicateur-là par unité de main-d'œuvre familiale, donc ça n'intègre pas la rémunération des salariés. Et comme le précisait un de nos auditeurs, résultat courant avant impôt, ça ne veut pas dire rémunération de l'agriculteur, ça ne correspond pas uniquement au prélèvement privé. C'est un peu un potentiel. Si l'agriculteur se rémunère plus que son RCAI, il va s'endetter. Et s'il se rémunère moins, ça va permettre éventuellement de réinvestir en autofinancement ou voilà, de réduire la dette. Mais c'est un indicateur financier, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes notions, même si les économistes nous disent que les ordres de valeur sont quand même très proches entre le RCAI et le montant total des prélèvements privés. Donc voilà, c'était juste une remarque et quelques précisions qui étaient apportées que l'on relaie là. Et je pense que William va relayer une autre question. Oui, bien entendu que le recul des productions animales en Bretagne pose énormément de questions. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les répercussions dans les exploitations, sur les orientations des productions, sur l'éventuelle diversification ou développement de certaines productions végétales? Alors, ce qu'on a observé, c'est que ce que je vous ai montré en particulier sur la diversification, c'est que effectivement l'agrivoltaïsme et la méthanisation se développent fortement. Donc j'avais indiqué qu'effectivement le contexte à la fois économique européen incite à ce développement-là. Les bons revenus justement agricoles, donc à leur préciser mode, effectivement les revenus, c'est les revenus de l'exploitation et pas les revenus de l'agriculteur, mais permettent aussi justement de développer les investissements qui vont permettre donc cette diversification-là. Donc là, on voit bien déjà un élément de diversification des revenus qui sont présents. Sur la question ensuite de la diversification en termes de production, on observe bien une baisse qui concerne principalement les filières animales,
en tout cas qui impactent plus les filières animales, un recul des volumes, tandis que lorsqu'on regarde au niveau des données installation, transmission, au niveau du maraîchage en particulier, on a pour le coup plus d'installations que de cessation d'activité. Donc forcément, on a une transformation progressive du paysage agricole breton à ce niveau-là, même si, lorsqu'on regarde en termes de valeur, hein, les productions laitières et porcines, qui sont les deux productions historiques bretonnes, restent toujours les productions majoritaires en Bretagne. Donc c'est d'évolution qui reste malgré tout à relativiser. Et peut-être, pour apporter quelques compléments, c'est vrai que sur longue période, on observe une céréalisation de la sole bretonne, clairement, qui se fait au détriment des prairies et on le comprend en lien avec l'évolution du ratio régional. Après, on voit aussi des initiatives de diversification, mais je pense que les agronomes pourraient même être plus pertinents que nous pour en parler. On nous parle de lin, de chanvre, d'initiatives autour des protéagineux, des légumineuses, mais comme le dit Olivier, pour l'heure, ça reste assez modeste en termes de surface bretonne. Et il y a des faits majeurs, c'est aussi le recul du légume globalement, même si le maraîchage progresse dans la SAU bretonne, la place des légumes, qu'ils soient frais ou destinés à la transformation, elle est plutôt en régression. Peut-être en lien, du coup, il y a une remarque sur la zone 35 où les céréaliers spécialisés sont fortement impactés par la chute des cours céréaliers. Je pense que d'ailleurs c'est vrai pour l'ensemble de la Bretagne. Effectivement, la chute des cours, elle a des impacts sérieux sur le revenu les résultats des céréaliers. Et les conditions météo du moment sont pas très favorables là pour espérer une bonne récolte 2024. Donc là, peut-être que ça va jouer sur les cours. Oui, effectivement, hein, les cours céréaliers impactent l'ensemble des céréaliers français, hein, d'ailleurs. Alors même si alors l'année 2022, pour le coup, avait été vraiment très exceptionnelle, hein, pour les céréaliers, avec des cours qui étaient particulièrement élevés par rapport à ce qui est aux moyennes des années précédentes. Peut-être aussi la remarque qui avait été faite tout à l'heure sur le niveau de baisse des cheptels en Bretagne. Donc là, je pense que vous avez eu quelques éléments de précision et on peut vous renvoyer à la lecture d'analyse et perspectives qui est disponible dès aujourd'hui sur le site internet pour retrouver plus de détails des chiffres. Et également sur notre publication annuelle Abaisser les chiffres, mais on vous mettra ça dans une petite diapo à la fin. Eh bien, je pense que je vais devoir poursuivre parce que je vois que l'heure tourne, il est déjà 43. Je vais essayer d'aller assez rapidement pour la dernière partie, donc qui concerne les tendances. Alors, si j'arrive à prendre, oui. Voilà, les tendances de consommation, avec en particulier donc un focus sur l'impact de ces tendances de consommation sur ce qu'on appelle les SICO, donc les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, tous les labels. Alors tout d'abord, pour revenir un petit peu sur l'année 2023, donc elle s'est terminée donc sur une inflation des produits alimentaires de 21% sur 2 ans, même si on observe un ralentissement de cette dernière depuis mi-2023. Mais comme on avait une inflation très importante encore en 2022 par rapport à 2021, tout confondu sur 2 ans, on reste sur une stabilisation à plus 21% depuis maintenant plusieurs mois. Et donc le niveau de consommation face à cette inflation, le niveau de consommation des Français forcément a régressé, donc de 3,1% en volume en 2023 par rapport à 2022. Et même par rapport à la situation avant Covid, ils sont en baisse de 0,8%, donc par rapport à 2019. Donc on est revenu à un niveau de consommation plus bas que au niveau d'avant Covid. Donc on a bien une déconsommation qui est ici à corréler avec l'inflation qui est arrivée à partir de 2021. En particulier, à côté de cette baisse de volume, on a aussi une évolution des tendances de consommation par les Français, et en particulier, donc les Français se sont repliés vers les marques de distributeurs, les MDD, indiquées ici dans la diapo, qui ont représenté donc 28% des achats des Français, et c'est un chiffre en forte progression depuis 2 ans. Alors, tandis que les produits responsables, sans sucre ajouté, zéro pesticide, E-Planaire, par exemple, donc qui ne font pas l'objet d'un label en particulier, mais qui ont malgré tout une marque, une image, de produits donc justement
dits responsables, montrent aussi le bon résultat, et en particulier lorsqu'on compare donc ces produits-là par rapport au bio, qui, lui, diminue de 13% en volume en 2023, vendu en grande distribution. Alors, le bio en grande distribution, c'est une situation particulière. Ce qui est montré, c'est que dans les magasins spécialisés type Biocoop, depuis quelques mois, on est plutôt à une certaine stabilisation des ventes en bio, mais le plus gros du volume du bio se fait bien en grande distribution aujourd'hui, hein, largement plus de 50% des ventes de bio sont faites en grande distribution. Donc voilà, il est important malgré tout de garder cela en tête, hein, que l'évolution en grande distribution est malgré tout très significative pour la situation du bio. Et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les négociations commerciales en 2024 qui ont été raccourcies suite à la demande du gouvernement, donc, aboutissent à une inflation globale allant de 2% à 4% sur l'année 2024 sur les produits alimentaires. Donc, une inflation qui se poursuit, même si on voit que sur une année, elle se calme, elle va encore se poursuivre en partie sur l'année 2024. Pour illustrer un peu ce que je viens de vous indiquer, hein, ici, donc sur le succès des marques de distributeurs et des produits dits de premier prix. Donc ici, cette infographie montre l'évolution du chiffre d'affaires, donc sur les produits de grande consommation et frais libre-service, qui correspondent globalement qui correspondent globalement aux produits alimentaires. Et donc même si les volumes sont en légère baisse, le chiffre d'affaires, lui, progresse grâce à l'inflation, qui compense la hausse des charges des fabricants. Et donc on voit clairement que ce sont les marques de distributeurs, donc ici en bleu, bleu-violet, qui, standard et premier prix, hein, qui ont vu leur chiffre d'affaires progresser le plus, hein, avec les MDD premier prix à plus 40% ici de chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022. Et donc, ceci s'explique par le fait que donc, les Français se sont reportés donc, vers ces catégories de produits et de prix, délaissant les marques nationales. Donc, ce ne sont pas uniquement les labels, hein, qui ont été délaissés, ce sont aussi toutes les marques nationales qui ont, pour le coup, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de manière beaucoup moins importante. Et donc, en ce qui concerne les labels et les mentions, donc pour faire un peu le bilan après 2 années d'inflation très importante, donc globalement, le poids du marché le mieux consommé, donc marque locale, bio, label rouge, etc., c'est sensiblement réduit. Donc, il est passé de 11,4% de part de marché des produits de grande consommation en valeur au premier semestre 2022 à 10,7% au premier semestre 2023. Alors que jusqu'à présent, il était en constante progression. Donc là, on a vraiment une rupture, hein, qui s'est faite suite à l'inflation. Mais lorsqu'on regarde au cas par cas, on a des tendances très marquées, très différentes selon le type de label. Donc ici, on a par exemple l'exemple du bio, hein, où on voit bien que le budget consacré par les ménages est passé de 188 € en 2021 à 164 € en 2023, ce qui correspond et notamment une baisse de 11% du nombre d'articles vendus entre 2022 et 2023. Donc là, on a un recul beaucoup plus important, soit en nombre d'articles ou en budget consacré par les ménages sur le bio. Sur le label rouge aussi, on a cette même tendance, hein, avec moins de 18% de volailles label rouge qui ont été vendues en volume en 2023 par rapport à 2022. Alors que pour les volailles non labellisées, on est à un recul de seulement moins 2,6% sur la même période. Et donc forcément, derrière cette tendance-là, donc pour le label rouge, hein, l'organisation bretonne des fermiers d'Argois a par exemple relevé une diminution de 15% de la consommation sur certaines charcuteries, ainsi qu'une tendance baissière aussi sur les découpes de poulet ou le porc fermier, qui induisent donc quelques déclassements de ce dernier, donc du porc fermier. Seul pour les œufs, on a des résultats qui sont restés bons pour les fermiers d'Argois et le nombre de producteurs engagés est demeuré stable. Donc, comme je le disais rapidement, hein, toutes les gammes ne sont pas logées à la même enseigne et certaines allégations, donc, comme le plein air, tirent leur épingle du jeu
en 2023 par rapport à 2022. Donc, c'est ce qu'on observe ici, donc avec l'évolution de part de marché, l'évolution de chiffre d'affaires par marché en 2023 par rapport à 2022, où on voit que le plein air, le naturel, le sans gluten, le sans conservateur, le sans huile de palme, voilà, tout ce qui est sans finalement, est en progression. Alors que d'autres labels sont fortement impactés par l'inflation. Pour aller un peu plus dans le détail, alors, on a vu le cas des labels rouges tout à l'heure. En ce qui concerne les AOP, AOC, les IGP, sont elles aussi concernées par cette baisse de consommation des Français. Alors, il y a l'inflation d'une part, mais il y a aussi notre explication à cette baisse de consommation, c'est le fait qu'on est dans un marché qui soit de plus en plus concurrencé, puisqu'on est passé de 9 labels et 8 mentions qui sont identifiés par le consommateur en 2017 à 13 labels et 13 mentions en 2022. Donc, on a vraiment une progression très importante de la concurrence sur le marché des labels et des mentions, qui forcément va impacter les mentions qui étaient en particulier bien identifiées au départ et qui vont faire l'objet donc de cette concurrence plus poussée au fil des années. Donc, on n'a pas seulement uniquement une pression inflationniste qui joue ici, on a aussi cette pression de concurrence. Et, donc là, on a par exemple le cas ici de deux produits, les compotes d'une part et les œufs d'autre part. Et donc pour les compotes, on voit bien donc la progression, encore une fois, des volumes qui ont augmenté, des volumes de vente donc, qui ont augmenté en 2023 par rapport à 2022. Alors ici, on est en cumul janvier-août 2023 par rapport à janvier-août 2022. Donc pour tout ce qui est sans sucre ajouté, non bio, on a vraiment une progression très importante, alors que pour le bio, sans sucre ajouté et le bio tout court, on est par contre à un recul des volumes vendus pour ce qui concerne les compotes. Pour les œufs, on a la même situation avec vraiment le plein air qui progresse de manière très importante en volume vendu, plus 15,6%. Tandis que les volumes vendus cage et bio sont eux en recul, avec pour le bio bien plus concerné que les cages qui ont un prix forcément inférieur. Et donc on a ici, pour poursuivre sur l'exemple des œufs, l'évolution des parts de marché des différentes gammes d'œufs, avec vraiment ici une baisse très importante de l'œuf biologique qui était en progression depuis 2017 au moins jusque en 2021, et depuis 2021 on a un recul de la part du marché de l'œuf biologique en vert, donc qui passe de 14,4% à 10,9% en 2023, tandis que les œufs autres plein air, eux, sont en très forte progression. Alors, ils étaient déjà en très forte progression avant le début de l'inflation, mais pour le coup, la progression, elle n'a pas été impactée par l'inflation. Et donc forcément, ça a des conséquences sur les filières, cette situation-là. Et donc, par exemple, en ce qui concerne la consommation, donc, la consommation française de volaille de chair, label rouge et bio, donc je l'ai montré, a nettement reculé donc, sur les 2 dernières années. Donc, ces deux labels représentaient 16% de la production nationale. Ils tombent à 14% en 2023, avec, on le voit, un recul des mises en place de poulets label rouge et de poulets biologiques. Donc, en particulier, donc, les mises en place de volailles label rouge reculent de 5% en 2023 par rapport à 2022 et de 15% par rapport à 2021. Et la chute est encore plus marquée en bio, puisqu'on on a une baisse de 14% des mises en place de volailles en 2023 en bio par rapport à 2022 et une baisse de 36% par rapport à 2021. Donc, les opérateurs n'ont pas d'autre choix que de réduire donc, les mises en place, et les fermiers de Loué ont annoncé en décembre dernier qu'ils seraient contraints de fermer 200 poulaillers sur les 2500 qui comptent au total, donc soit 8% du total des poulaillers qui sont dans leur label. Mais cependant, les organisations de producteurs espèrent que la situation va se stabiliser en 2024. Un autre exemple ici, donc, qui concerne les produits laitiers.
Donc là, pareil, hein, on a aussi donc une vente en bio qui a reculé, donc de 11% en GMS en 2023 par rapport en 2022, même si elle a progressé en valeur par le biais de l'inflation. La part de marché qui a fortement reculé, hein, donc elle était de 10,7% en 2023 en GMS en volume, et on observe donc ici l'évolution de cette part dans les ventes totales de lait en GMS, donc qui a reculé depuis 2021. Là aussi, hein, on a forcément des impacts derrière sur la filière bio bretonne, hein, puisque on a eu des des certifications, hein, donc des élevages donc, qui sont passés de bio et qui sont repassés en conventionnel. Et on estime aussi, par ailleurs, alors, le nombre de certifications est relativement faible, mais c'est malgré tout un phénomène qui n'est pas à négliger. Et on a aussi, donc en 2023, on a estimé que entre 35 et 40% de la collecte bio a été déclassée donc, pour passer en conventionnel afin de pouvoir donc, écouler cette collecte-là. Et donc, ce qu'on observe, hein, c'est que pour avoir un peu des éléments de perspective sur 2024, on observe que la tendance qui est de 2023 se prolonge, en tout cas là, sur le début 2024. On a observé ici, donc on a l'évolution de l'offre et des ventes de bio en GMS. Donc on a observé une légère, alors pas une reprise à la hausse, mais disons une baisse moins aggravée à toute fin de l'année 2023 qui permettait d'espérer un retour à une stabilisation courant 2024. On observe que début 2024, on est retombé à une baisse très marquée des ventes de bio en GMS, avec malgré tout hein, les acteurs du bio hein, sont malgré tout assez critiques en ce qui concerne donc la politique de l'offre en GMS hein, qui continue de réduire les offres en GMS dans leurs magasins. Alors que selon les acteurs du bio, il faudrait cesser justement d'arrêter cette baisse de l'offre pour pouvoir faire inverser la dynamique du bio. Et c'est notamment donc, ce qu'on observe, ce que je disais tout à l'heure, dans les magasins spécialisés, où pour le coup, on a plutôt une stabilisation depuis quelques mois, mais qui reste malgré tout à confirmer pour la suite de l'année 2024. Voilà, donc j'ai terminé pour la présentation. Je vous remets ici, avant de passer à un dernier temps d'échange rapide, donc le QR code pour accéder directement à la publication. Donc vous aurez plus de détails sur tout ce que je viens de vous présenter et ce qu'a présenté Marie aussi tout à l'heure. Simplement rappeler, donc c'est vraiment une publication qui est produit de l'ensemble du service économie-emploi, mais que d'autres services ont été aussi impliqués dans la production de cette publication. On a aussi l'implication de NutriNoé, donc pour la partie alimentation animale, qui a rédigé cette partie-là. Très rapidement aussi, hein, vous indiquer que d'autres supports existent pour accéder à notre expertise, donc notamment le blog AgriEco, dans lequel on présente très régulièrement, donc publie très régulièrement de nouveaux articles d'actualité économique qui concernent l'agriculture et l'agroalimentaire breton, mais pas seulement. Et nos différentes publications, abaisser les chiffres, donc comme a parlé Maud tout à l'heure, pour avoir vraiment les chiffres clés de l'agriculture et de l'agroalimentaire breton, que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet des chambres, et le Mématosico, donc pour tout ce qui concerne donc, les labels. Merci Olivier. Peut-être juste, il y a eu un peu moins de questions là en cette fin de webinaire, mais peut-être une remarque à relayer sur l'utilisation du terme agrivoltaïsme. On s'est un petit peu emmêlé les pinceaux pour dire que l'agrivoltaïsme, ça concerne le photovoltaïque dans les champs et c'est pas l'ensemble de la production voltaïque qu'on peut avoir dans les exploitations agricoles, puisqu'il y a évidemment, et c'est d'ailleurs prépondérant, la production photovoltaïque qui est liée aux panneaux qui sont sur les toits des bâtiments.
C'est une petite précision qu'on vous remercie de nous avoir apportée, et c'est bien noté. Dans les remarques, hein, qui ont pu être faites, il y en a une sur, quelles étaient les tendances des signes de qualité hors de la bio. Je pense que ça a été, bien développé, et une question sur la tendance de consommation en magasin, puisque en magasin spécialisé, ce qui est noté, c'est plutôt un redressement des ventes sur ce premier trimestre 2024. Je pense que sur la GMS, tu en as un petit peu parlé, Olivier. Est-ce que tu peux juste, résumer du coup ton propos sur les tendances, des ventes de bio en GMS? Eh bien, c'est ce qu'on voit ici, du coup. Oui. Ici, on a vraiment l'évolution des ventes, donc en volume en violet ici, et en chiffre d'affaires en orange. Donc, où on observe bien, hein, que pour le coup, on n'a pas du tout de redressement, hein, des ventes en volume en GMS pour ce qui concerne le bio. Au contraire, on a vraiment une aggravation, même encore plus depuis le début de l'année par rapport à début 2023. Et du coup, c'est un peu en lien puisque, la question qui suit, c'est quelle est l'évolution des chiffres d'affaires dans les magasins spécialisés bio? Est-ce qu'il y a un transfert du choix des lieux d'achat? Ah, j'ai pas les chiffres précis en fait sous les yeux. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont facilement disponibles. En tout cas, donc, comme j'ai indiqué, c'est que globalement, la tendance qui se dessinait d'après notamment Circana, hein, le bureau d'études qui suit les tendances de consommation, c'est que pour les magasins spécialisés, depuis quelques semaines, puis quelques mois, depuis la fin de l'année 2023, on est plutôt à une stabilisation des ventes en ce qui concerne le bio dans ces magasins-là. Mais comme j'indiquais tout à l'heure, ces magasins-là, même si ils ont une très forte offre bio au sein de leur magasin, en termes de part de chiffre d'affaires sur le bio de manière globale, c'est une part qui est quand même relativement faible, qui est beaucoup plus faible que la part de la GMS dans les ventes totales de bio. Est-ce qu'il y a eu un report ou pas des ventes bio en GMS vers les magasins spécialisés? Là-dessus, je ne serais pas capable de répondre à cette question-là. Ben, on note la question et puis on pourra peut-être l'aborder dans notre prochaine note de conjoncture. C'est un point qu'on pourra regarder avec, également les observatoires de l'agence bio pour voir s'il y a des compléments d'information. Sauf erreur, j'ai pas vu vraiment d'autres remarques, dans le chat. William, de ton côté, tu n'as pas noté autre chose? Non plus. On va peut-être essayer de donner la parole à Laurent Kerlir si les dieux du réseau sont un petit peu plus avec nous en cette fin de matinée. Alors, normalement, Laurent peut activer son micro Oui, cette fois-ci. on me donne la parole cette fois. Ah! Voilà. Pour le mot de la fin. Bonjour à tous et félicitations aux équipes et aux experts qui nous ont présenté. Voilà, ça a été beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets. Donc, on était entre 150, 160 quasiment tout du long présents, des personnes présentes à ce webinaire. Donc, voilà, ça montre un peu les inquiétudes qu'il y a par rapport à toute cette problématique. Les problématiques étaient diverses, hein. Il y avait 300 inscrits, il y a un peu plus de la moitié du coup des gens qui étaient présents. D'abord, dans l'ordre par rapport au déroulement qu'on a eu ce matin, c'est vrai qu'on s'est beaucoup impliqué dans le projet de loi agricole, le pacte de loi agricole. Donc voilà, Marie nous a mis en évidence là où on en était, et donc effectivement, on est en pleine discussion. Elle nous a rappelé que le débat va avoir lieu les jours prochains. Alors, ça a commencé à l'Assemblée, ça va aller au Sénat, et on espère un aboutissement effectivement ou fin août ou cet automne sur cette loi. Forcément, Marie l'avait rappelé, c'était une application importante des chambres sur ce sujet, puisqu'il avait été délégué aux chambres l'organisation notamment d'une contribution bretonne sur cette loi, donc avec un enjeu important, et on l'a vu au déroulement des deuxièmes parties, malgré des revenus qui paraissent un peu s'améliorer ou en tout cas se stabiliser. Et ben on voit que les productions baissent et on n'arrive pas à renouveler les générations. Bon, côté PLOA, on est intervenu effectivement au niveau des députés et sénateurs pour faire en sorte que
ce défi de renouvellement des générations, d'abord, on apporte aussi de la simplification dans ce dossier. Donc voilà, par rapport à cette PLOA, je ne vais pas plus m'attarder. Sur le côté européen, donc effectivement, Marie l'a rappelé, d'abord, le lien avec tous les mouvements qu'on a fait en début d'année. On a obtenu une mini-réforme de la PAC liée aux mobilisations qu'on a eues. Elle a très bien expliqué comment la BCAE1 a été rediscutée, même si voilà, on est en pause pour 2024. On espère pouvoir intégrer cette baisse du cheptel dans le calcul de cette BCAE1. Donc voilà, on n'a pas encore eu les détails, comment ça pourrait s'appliquer, mais on espère avoir cette pause-là, en tout cas d'aller au-delà de la pause pour éviter des complexités administratives pour nos agriculteurs. C'est une des raisons de la colère. Un des deuxièmes points a été les IED. Là aussi, elle a abordé le sujet en termes de complexité. On voit bien en tout cas que ce sujet européen, l'enjeu des élections européennes est très très important le 9 juin. Donc forcément avec des nouveaux députés qui vont mettre en place une nouvelle commission. Et je le disais, on a obtenu une mini-réforme de la PAC et notamment la présidence de la Commission européenne s'est un peu plus attachée aux problématiques agricoles liées aux mobilisations. Voilà, donc en tout cas, c'est un sujet très important. On a fait aussi reculer un peu les objectifs du Green Deal. Donc voilà, une satisfaction par rapport à ça et une satisfaction aussi pour finir sur la partie européenne, sur les 45 millions d'euros par rapport au budget supplémentaire sur les MAEC. Après, effectivement, par rapport à tout ce qu'Olivier nous a donné en termes d'évolution des effectifs, effectivement, on voit que structurellement, on baisse. On l'annonçait depuis plusieurs années, mais non, voilà, c'est des baisses assez significatives. On voit aussi l'impact du climat assez fortement sur ces productions, y compris, il a été dit, le moins 20% en Irlande. Donc forcément, quand on a des baisses de production de ce niveau-là, on a des effets forcément sur les prix qu'on touche. Bon, voilà, la Bretagne a pas été, voilà, après la sécheresse de 2022, la tempête Ciarán et particulièrement les conditions climatiques de ce printemps assez compliquées. On a eu d'abord l'hiver compliqué, on n'a pas mis tous les céréales qu'on voulait. Le printemps, on n'a pas pu mettre des céréales de printemps. Et là, on peine à mettre nos cultures en ce moment même, avec une semaine déplorable. Toute la semaine va être pluvieuse. Donc c'est vrai que tout ça ne donne pas forcément le moral à nos paysans et ils sont assez inquiets par rapport à ça. Donc voilà, forcément, ces phénomènes, conditions climatiques, et on l'a abordé aussi la partie sanitaire. Un sujet, peut-être un petit manque, Olivier, c'est l'inquiétude par rapport à la MHE qu'on va connaître là, qui va arriver, donc la maladie par rapport aux bovins. On s'attend, dès que les températures vont monter, on pourrait être, en tout cas, le sud-ouest a été beaucoup touché l'année dernière. Il y a eu un cas à Belle-Île, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres cas en Bretagne, mais en tout cas, on a un peu d'inquiétude sur cette MHE en Bretagne qui pourrait avoir des répercussions, y compris sur l'élevage bovin en Bretagne. Donc ça, c'est l'inquiétude de ces phénomènes sanitaires. Donc voilà, on voit que ça pourrait inquiéter. Et enfin forcément, il a très bien évoqué, Olivier aussi, ces évolutions par rapport à la consommation, une inquiétude par rapport aux déconversions bio et aux producteurs bio, où là, malgré là aussi des demandes d'enveloppes spécifiques pour accompagner les producteurs en crise, on voit que voilà, on parle désormais de déconversion. Voilà, tout ça fait un peu peur. Bon, voilà, je vais m'en arrêter là. Malgré tout, on a eu effectivement des revenus qui paraissent satisfaisants dans beaucoup de productions, mais ça ne suffit pas, malheureusement, à garder une dynamique et à garder des agriculteurs nombreux sur notre territoire. Merci encore aux experts. Bien, merci Laurent pour ce mot de la fin. Donc,
Donc, le webinaire est terminé. Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. J'espère que cela vous a intéressé. Donc, comme je le rappelle, donc vous pouvez accéder à la publication avec le QR code ici présent, à nos autres publications sur le site de Chambre d'agriculture de Bretagne. Et nous vous transmettrons donc le replay du webinaire ainsi que le support de présentation prochainement. Merci.